BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Adrien Couret, il est directeur général d'AEMA. AEMA, on connaît peu, mais par contre, vous connaissez certainement la Massif, Aesio Mutuelle ou encore Abeille Assurance. Bonsoir Adrien Couret. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous assurez quoi? Un Français sur 6 à peu près? Un Français sur 6, 12 millions de personnes en France. 12 millions de personnes et puis vous faites un peu moins de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous êtes un peu au cœur du débat budgétaire, qu'il s'agisse du budget de la France, budget 2025, mais aussi bien sûr du financement de la sécurité, projet de loi de sécurité, de financement de la sécurité sociale. Je vais finir par y arriver, qui est aussi jeudi. Et là, on sait que le trou de la Sécu, il devient de plus en plus grand. On parle de 18, 20, 25 milliards. Je ne sais pas si vous avez une estimation, vous, le trou de la Sécu, là. On parle de 17 ou 18 milliards d'euros, mais j'ai presque envie de dire rebelote par rapport à l'an dernier. Oui, là, on évoque des transferts de charges entre la Sécu et les mutuelles. L'an dernier, c'était 500 millions d'euros. Aujourd'hui, les chiffres ne sont pas tout à fait clairs. On va y revenir, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vous concernent. Il y a beaucoup de pistes vers une hausse du ticket modérateur. Là, il y a aussi les frais de gestion trop élevés, notamment dans les mutuelles. On va voir ça tout à l'heure, mais sur le budget 2025, vous allez être... manger à quelle sauce? C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, évidemment, vous allez être frappé par cette surtaxe sur l'IS. Alors, on aimerait bien savoir à quelle sauce on va être mangé. Comme vous, on entend énormément de choses. Il y a le sujet fiscal avec la surtaxe d'IS. Oui. Alors aujourd'hui, on essaie de savoir quelles vont être les modalités précises, mais ça va effectivement nous toucher, vous l'avez dit. Le groupe AEMA, c'est 16 milliards d'euros et les marques Massif, Aesio, Abeille Assurance dépassent les seuils dont on entend parler. Et puis, il y a le volet de la sécurité sociale, puisque notre activité est importante sur les complémentaires santé. Et on parle de ces transferts de charges. Un nouveau tour de passe-passe, j'ai envie de dire, après celui qui a été fait l'an dernier sur la question du ticket modérateur. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous dites il y a un risque quand même, ce que dit le Premier ministre, Michel Barnier, est-ce qu'il y a quand même un risque de crise financière? Il faut en tous les cas la prévenir. Comment est-ce que vous voyez les choses? Parce qu'évidemment, vous gérez beaucoup d'argent. Vous gérez notamment l'argent de vos assurés. Il y a deux choses qui sont inquiétantes aujourd'hui. La première, c'est effectivement le stress sur la note de la dette française. Et il faut que l'État réagisse. Il y a un vrai stress, selon vous, Adrien Couret? Aujourd'hui, il y a une hausse des spreads français par rapport au taux allemand et tous les acteurs financiers redoutent un scénario qui n'est pas avéré aujourd'hui, qui est une sorte de scénario un peu noir, mais quand même, mois après mois, dont on se rapproche. Donc il y a un premier volet. Et le deuxième volet, c'est quand même l'incertitude dans laquelle on est aujourd'hui. On entend parler de beaucoup de mesures. Notre secteur d'activité, généralement au mois d'octobre, il est déjà en capacité d'avoir des lignes directrices fortes. Eh ben, on ne sait pas sur le PLFSS à quelle sauce on va être mangé, pour reprendre votre expression, et sur la question fiscale, on ne sait pas comment on va être ponctionné. C'est cette manque de visibilité qui est problématique aujourd'hui pour nous. J'ai envie de dire, vous le saurez demain, jeudi soir. Et encore. Alors, de jeudi soir, ce sera le début d'une séquence. Ensuite, il va y avoir le débat parlementaire, différents camps politiques qui vont faire valoir peut-être des ajouts, peut-être des retraits. À mon avis, on va quand même mettre un petit peu de temps avant d'y voir clair. Et nous prendrons part au débat public pour faire valoir l'intérêt de nos entreprises, mais surtout derrière de nos assurés, de nos sociétaires adhérents et clients, parce que nous sommes un groupe mutualiste. On va y revenir. En tous les cas, il y a une conséquence directe pour nous, mutualistes, c'est que quand on est assuré chez vous, par exemple, c'est qu'il y a une hausse des cotisations qui a déjà été très forte en 2024, mais en 2025, on parle de plus de 6%, 6,2% des hausses de cotisations. Est-ce que c'est vrai qu'on va de nouveau vers une flambée des tarifs? Il faut prendre un pas de recul. Non, mais restons d'abord, on le prendra après. Mais par rapport à ce transfert, justement, les hausses de cotisation l'an dernier, ça a été en fait un transfert de la sécurité sociale vers les mutuelles, 500 millions d'euros. Oui. Nos cotisations ont augmenté parce que les remboursements ont augmenté. Il y a plus d'argent qui est allé dans la poche de nos adhérents. Ça va être la même chose cette année liée au transfert de charges. Ce qui manque aujourd'hui, et moi c'est ce que je reproche un petit peu à la gestion politique depuis plusieurs années, c'est que c'est une vision au coup par coup, comptable, systémique, alors que dans le fond, le déficit de la Sécu, les hausses de tarifs des mutuelles santé, c'est deux faces d'une même pièce. C'est la hausse des dépenses de soins des Français. Oui. Et aujourd'hui, on a un système qui n'est pas totalement efficace sur le sujet. On aimerait travailler avec la Sécu sur les questions de la prévention, partager des données. Ça n'est pas possible aujourd'hui. On aimerait travailler la question de la fraude, qui est importante en France. Pour vous, la fraude, vous l'évaluez, parce que on sait que notamment le Rassemblement national parle beaucoup de la fraude à la carte vitale, etc. Est-ce que vous l'avez évalué dans votre groupe ?
On a une évaluation qui est assez convergente avec celle de la sécurité sociale, qui est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et pour nous, ça mais pas chez vous, oui. Plusieurs dizaines de millions d'euros, si c'était un élément important. La fraude n'est pas forcément sociale. Elle n'est pas forcément liée à une situation sociale de telle ou telle personne. Elle est liée à un manque de contrôle qui est lié au fait que la Sécu, d'un côté, les mutuelles de l'autre, ne travaillent pas assez ensemble sur le sujet. Enfin, dans l'inefficacité, il faut qu'on révise certaines bases comme le contrat responsable. Le contrat responsable, c'est un peu le contrat standard des Français. Ouais. Ça devait être un contrat essentiel à la base, qui couvre vraiment les besoins de base. Il est devenu, avec les législations successives, un contrat toute option, beaucoup trop couvrant, et il pousse à l'excès de consommation médicale. On a beaucoup de travail à faire ensemble, et ça mérite mieux qu'un débat, année après année, sur les transferts de charges et sur les questions tarifaires. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de conduire ce débat ? On va dire que ça fait plusieurs années que le travail avec le ministère de la Santé, le fameux CEDOC dont nous avions parlé dans une précédente émission, n'est pas extrêmement collaboratif. Il y a parfois un peu un jeu de rôle où la sécurité sociale renvoie les mutuelles dans un mauvais rôle et les mutuelles se plaignent des transferts. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle phase politique à enclencher. Nous avions commencé à échanger avec le ministre Valletoux sur ce sujet pour un travail plus collaboratif. Ouais, il faut dire en assurance des ministres. Il y a une valse des ministres des affaires sociales assez considérable, qui est à peu près l'équivalent de la valse au sein du ministère du Logement. Il y en a eu 7 en 7 ans. Oui. Mais en assurance, si on ne traite pas ensemble la question du risque, la question du comportement des assurés, en fait, on n'y arrive pas et on se renvoie la balle de façon stérile. Alors certains disent, ben voilà, on a trouvé, puisque donc vous nous confirmez une flambée des cotisations en 2025. S'il y a des transferts de charges qui se confirment, il y aura une répercussion, c'est inévitable. Oui. Mais cette répercussion, elle correspondra à plus d'argent qui sera versé aux adhérents. Oui, mais est-ce que cette hausse des tarifs, elle sera aussi élevée que celle qu'on a connue en 2024 ? Ça dépendra des informations qu'on aura. Mais il y a un élément que je précisais, parce qu'on est un groupe mutualiste, c'est-à-dire on n'a pas d'actionnaire financier, on ne se fait pas d'argent sur le dos des sociétaires. En 2023, nous avons rendu à nos adhérents autant que nous avons reçu en cotisation. Et je compte bien que sur l'année qui vient, on sera dans la même situation. Parce qu'être un groupe mutualiste, c'est aussi ça. Mais alors, en même temps, certains disent... les frais de gestion sont beaucoup trop élevés au sein des mutuelles. Il y a beaucoup d'économies à faire. C'est un peu comme l'État, c'est-à-dire vous êtes venu un peu ventru et que donc vous pourriez avoir une efficacité bien plus grande. 20% de hausse des taux de gestion. Alors que si on regarde par exemple, c'est 2 fois plus, je crois, que l'inflation si on compare de 2011 à 2022 de mémoire. Alors on parle des coûts de gestion, c'est un peu une tarte à la crème malheureusement dans le débat public. Mais est-ce que ça n'est que ça, sincèrement ? Non, sincèrement oui, parce que c'est quoi un coût de gestion ? Un coût de gestion, c'est de la prévention. Les coûts de gestion, c'est un service de proximité, des personnes qui vous répondent au téléphone, des personnes qui sont d'une agence, des conventionnements avec des professions de santé. Personne ne remet en cause un véritable service. Les coûts de gestion. C'est la hausse des frais de gestion de 20%. Alors le taux de frais de gestion dans les mutuelles, il a diminué ces dernières années. Ce qui a été mis en avant par le rapport parlementaire, j'ai l'impression que vous avez fait référence, du Sénat. C'est qu'il y a une évolution plus importante que l'inflation, mais parce que quels sont nos coûts ? C'est des coûts salariaux. Et sur les 10 dernières années, les salaires en France ont augmenté plus que l'inflation. On a suivi une évolution normale et on travaille nos coûts de gestion, on digitalise, on automatise. On a aujourd'hui plus de productivité, c'est-à-dire un peu moins de salariés qui font plus de travail qu'il y a quelques années. Donc les efforts, on les fait. Après, donc pour vous, il n'y a rien à gratter Il y a un effort constant, mais là encore, il y a un débat qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Sur les coûts de gestion, on est sur un enjeu peut-être de quelques milliards d'euros. La totalité justement, quelques milliards, on en cherche partout, là. Écoutez-moi, Edwige Chevrillon, la totalité de la dépense de soins des Français, c'est 260 milliards d'euros. L'enjeu, c'est de se demander comment demain la population qui vieillit pourra être mieux accompagnée, peut-être en dépensant moins, éviter l'inefficacité médicale. Non, mais on est d'accord là-dessus. Tout le monde a des pharmacies chez lui remplies de médicaments inutilisés. Mais vous le disiez à l'instant, on verra, il y aura peut-être de nouveau une hausse très forte des cotisations en 2025, parce que s'il y a un transfert de 500 millions, là vous nous dites, peut-être qu'on peut gratter quelques milliards. Ça y est, donc gratter quelques milliards, et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'augmenter vos cotisations. Alors, nos frais de gestion depuis quelques années sont totalement stable sur ce sujet-là. En revanche, les transferts sont extrêmement croissants. Et donc, les hausses de nos tarifs seront vraiment cantonnées au strict nécessaire. Encore une fois, sur l'année qui vient, nous ne nous ferons pas d'argent sur le dos de nos sociétaires, adhérents et clients. Ouais. Donc, j'imagine que, comme nous, vous regardez tout le temps, peut-être que vous êtes plus au courant, toutes les différentes pistes qui existent, notamment sur vous, ce qui vous concerne directement, c'est évidemment le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il y a plein de pistes. Une des pistes les plus sérieuses serait une hausse
du ticket modérateur qui passerait de 30 à 40%. Donc évidemment, ça va se répercuter sur les complémentaires santé, donc sur vous. Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'on évoquait jusqu'à présent. Je trouve dommage que ça joue que sur un aspect de ticket modérateur, c'est-à-dire sur un pur transfert de frais. En quoi c'est un pur transfert de frais? Si, c'est-à-dire que l'État paiera moins. L'État paiera moins, mais ne diminuera pas ses cotisations sociales pour autant. Les mutuelles vont devoir répercuter cette hausse mécanique, puisque nous sommes un secteur qui, et le rapport Iacovelli le montre, qui ne gagne pas d'argent depuis plusieurs années. Et donc c'est en ça qu'on est sur un jeu perdant-perdant. On ne remonte pas le niveau du débat, une discussion structurelle sur le travail sur la prévention, le travail sur la qualité de la dépense et le travail sur la fraude, le travail sur la péréquation entre les seniors et les actifs, puisqu'en France, depuis 2013, depuis l'accord national interprofessionnel, on ne peut plus mutualiser entre les actifs et les retraités, et ça a créé un effet qui est extrêmement négatif aussi. Là-dessus, on a des propositions à faire, et notamment celle d'équilibrer, de faire une péréquation par la fiscalité. Par exemple, oui. Par exemple, on a aujourd'hui des contrats individuels plutôt portés par les seniors qui sont plus taxés que les contrats collectifs. Il s'agirait de faire un transfert entre les deux. Et c'est pas neutre une taxe sur des contrats seniors. Un contrat santé pour des seniors, ça peut être 1 500, 2 000 euros. Vous avez un niveau de taxation aujourd'hui qui est de l'ordre de 14%. Vous le diminuez, c'est un impact substantiel que vous pourriez répercuter en bonne mutualisation plutôt sur des contrats collectifs qui, eux, sont des contrats aidés par l'employeur. Il y a certains qui cherchent des économies. Il y a le rapport du Sénat, mais il y en a d'autres. Il y a l'Institut Montaigne, là, qui même disait qu'il trouvait facilement 150 milliards d'économies, dont 28 milliards sur la santé. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des économies, notamment en déremboursant certains médicaments, notamment les médecines douces? Parce que, paraît-il, que ça explose les remboursements sur les médecines douces. Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors, effectivement, nous avons inclus, comme beaucoup d'autres acteurs, les remboursements liés aux médecines douces, sachant que pour moi, sur ces médecines, comme sur des médicaments, l'important, c'est l'évaluation thérapeutique. Je pense qu'elle n'est pas suffisamment faite et pas fréquemment, c'est-à-dire que le niveau de remboursement devrait vraiment être corrélé à l'impact positif sur les personnes assurées, sur le caractère thérapeutique, la dimension préventive. On évoque les médecines douces que je ne veux surtout pas écarter, parce qu'on se rend compte qu'à l'hôpital, par exemple, ces médecines sont utilisées dans un accompagnement au long cours. Oui, non mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hôpitaux qui s'ouvrent à ça. Enfin, ça ne justifie pas les 18 milliards de trous, de la sécurité sociale. Non, mais je pense que c'est un ensemble de mesures, il n'y a pas de baguette magique. Est-ce qu'il faudrait les dérembourser, enfin du moins certains? Non, moi ce que je crois fondamentalement, c'est qu'on a un contrat socle. Oui ou non? Je crois qu'on a un contrat socle dans lequel il y a trop de choses et qu'il faudrait pouvoir proposer un contrat sur les services essentiels, avec des options potentiellement, et les médecines douces pourraient en faire partie, qui pourraient avoir un niveau de taxation un peu différent, pour que finalement les contributions soient adaptées au potentiel thérapeutique de ce que l'on rembourse. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose, je ne sais pas, sur les remboursements dentaires, sur les lunettes Moi, je suis convaincu que ce qu'il nous manque aujourd'hui, c'est l'évaluation de la qualité de ce que l'on indemnise. Et ça doit se faire à l'acte, ça doit se faire aux médicaments. Et c'est en ça qu'il doit y avoir un travail conjoint entre la Sécu et les mutuelles, mais aussi les professions de santé, l'industrie de la santé. En fait, pour aborder ces grands sujets systémiques, il faut travailler ensemble sur le sujet de la santé. Ça fait des décennies qu'on travaille en silo et que ça ne fonctionne pas. Dernière question comme ça, parce qu'après, il y a un sujet qui vous tient très à cœur, c'est l'insécurité climatique. Vous avez publié une tribune chez nos confrères des Échos sur les consultations moins remboursées. Vous y êtes favorable là aussi ? Je pense qu'il faut faire extrêmement attention, étudier au cas par cas. Ça a été lancé dans le débat public un peu comme une idée générale. Oui. Moi, j'attends de voir les détails sur le sujet. Alors maintenant, on va quitter le budget et le PLFSS pour parler de votre métier d'assureur. Il y a un gros problème, on voit bien avec l'ouragan Milton qui se rapproche des côtes de la Floride, alors qu'ils ont déjà été très touchés. Il y a les inondations en Europe de l'Est. Il y a même ce qui s'est passé encore tout à l'heure dans le sud-est de la France. L'insécurité climatique, vous dites, c'est une bombe sociale en gestation. Et de toute manière, nous, les assureurs, on n'aura bientôt plus les moyens de l'assurer. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce sujet ressemble un peu au précédent en réalité. Oui. On a un risque climatique qui explose et je vais y revenir. Et de l'autre côté, on a un vieillissement de la population et des besoins de soins qui sont de plus en plus importants. L'assureur, il peut faire beaucoup de choses, mais il y a un moment, ses capacités sont limitées. Et en fait, les réponses en prévention, en indemnisation, en accompagnement, elles sont forcément collectives.
En termes de changement climatique, notre secteur de l'assurance vit, est le témoin, en fait, le premier témoin aux premières portes d'un changement de cycle, où globalement, sur les 10 dernières années, les climatiques ont représenté 3 fois plus de charges que les années précédentes, et ça va être 3 fois plus pour les 10 années qui viennent. Au-delà des euros, c'est des personnes qui sont concernées. Je ne sais pas si vous avez observé à la suite des inondations dans le nord de la France en fin d'année dernière, on a parlé pour la première fois des premiers déplacés climatiques en France. Oui. Hein, ça ne se passe pas à l'autre bout du monde. Et on a parlé de gens qui voyaient leur maison qui n'était plus assurée par les assureurs. Exactement, mais quand on est dans ces moments-là, est-ce que la question est celle de l'assurance ? C'est un sujet important, je ne le nie pas. Ou est-ce que le sujet, c'est la question... Quand on est dans ce moment-là, je pense que c'est l'assurance. Et puis là, vous avez raison, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience absolument vitale, plus large. En fait, je reviens aux inondations dans le nord de la France parce qu'elles ont posé les termes d'un débat public qui en fait dépasse l'assurance et qui, à mon avis, est le sujet de demain, celui de l'insécurité climatique. C'est qu'à un bout d'un moment, les gens dans le Nord se sont dit, mais comment ça se fait qu'on soit toujours inondé ? Pourquoi on a construit là où on a construit ? Pourquoi les canaux ne sont pas entretenus ? Pourquoi les remblais ne sont pas entretenus ? Pourquoi on a artificialisé les sols ? Tous ces sujets-là, ce qui montre que le sujet climatique de demain, évidemment, il concerne l'assurance, mais il va être d'abord un sujet d'aménagement du territoire. Et la responsabilité des collectivités locales qui, elles aussi, visiblement, vont subir une cure d'amaigrissement. Souvenez-vous, à l'île de Ré, Xintia, en 2010, la submersion dans un village où les constructions n'auraient jamais dû être faites. On a mis en cause les collectivités locales. Qu'elles prennent garde aujourd'hui. Peut-être que demain, le sujet reviendra et on a un devoir d'anticipation par rapport à ça, très fortement. C'est ce qui se passe du reste en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si vous aviez des assurés en Nouvelle-Calédonie, mais il y a l'assureur Generali France qui se retourne contre l'État en disant « bah non, je suis désolé, si les maisons brûlent, c'est pas à nous de rembourser les maisons, c'est l'État qui n'a pas fait son job ». Est-ce que vous êtes dans ce cas-là et est-ce que vous soutenez la Generali France ? Alors, nous ne sommes pas présents en Nouvelle-Calédonie, néanmoins, je comprends totalement la position de Generali. De la même façon qu'on n'assure pas une maison qui brûle, qu'on n'assure pas une auto qui est cassée, on ne peut pas assurer un territoire où l'ordre public n'est pas établi. Et là encore, ça renvoie à la responsabilité de l'État. Oui, mais ça existe dans les banlieues, ça existe à Marseille, ça existe partout, au cœur de Paris. Il faut qu'en France, on se pose une question. Est-ce que vous savez que les grands réassureurs qui évaluent les risques émeutes, entre guillemets, dans tous les pays du monde, classent la France au même niveau que l'Afrique du Sud, par exemple ? On a une problématique fondamentale de maintien de l'ordre dans notre pays et ça pose une question aux assureurs qui sont engagés sur la responsabilité. Oui, mais vous êtes assureur, c'est votre métier, non ? On n'assure pas une maison qui brûle. C'est-à-dire qu'à un moment, notre métier s'exerce dans un cadre. Il faut qu'il y ait un aléa, il faut qu'il y ait un cadre qui soit préservé. On n'a pas assuré la pandémie parce que c'était beaucoup trop vaste, ça concernait tout le monde, c'était un sujet de salut public. Ouais. Là, de la même façon, il y a un élément qui ne va pas, qui ne convient pas, et l'État se doit de réagir. La France est malheureusement un pays où la responsabilité de l'État est difficile à mettre en jeu. Ça n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Oui, ça c'est évident. Toute dernière question, il nous reste juste quelques secondes. Vous êtes actionnaire de Total. Pendant longtemps, vous faites partie de ceux qui ont poussé, qui ont rejeté des résolutions. Vous étiez un actionnaire activiste. Là, Total, il dit, attendez-moi, je vais me coter à New York. Enfin, du moins, il va transformer des ADR pour se coter à New York. Est-ce que du coup, c'est plus facile pour lui d'être coté à New York que d'être coté à Paris, avec des actionnaires comme vous ? Alors, je ne sais pas si l'information est confirmée. En tout cas, en juillet, lorsque Patrick Pouyanné l'avait évoqué, il avait principalement mis en avant le fait que son actionnariat était devenu américain. Nous pouvons investir aux États-Unis et aller continuer notre action auprès de Total. Mais je pense que ce que le sujet montre, c'est que la question clé, c'est pourquoi nos fleurons français ne sont pas détenus suffisamment par des institutionnels français. Et parce que vous ne voulez pas investir dans Total ? Nous investissons dans Total, simplement nous voulons que Total soit davantage un acteur de transition. C'est une ligne directrice forte. C'est directement relié au sujet de l'insécurité climatique. Il est important que nous avancions sur ce sujet. Juste un mot, s'il fallait qualifier, pour vous, c'est un mauvais choix d'aller se coter à New York ? Avec ce que ça peut entraîner derrière. Je ne suis pas dirigeant de Total et je m'explique. Non, vous êtes actionnaire. Mais je suis actionnaire. Je trouve que c'est dangereux pour la souveraineté du pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci Adrien Couret, qui saura peut-être, dans les jours qui suivent, à quelle sauce il va être mangé. À mon avis, il y a beaucoup d'ingrédients. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.